L'enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficiez des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payez 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficiez d'une réduction et payez 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Dimanche 17 octobre de l'an 2020, fidèles amis internautes, bonjour, bon réveil dominical avec l'invité. Ce jour, je reçois pour vous Jacques Migan. Il est ancien bâtonnier, il est membre fondateur et membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain. En 52 minutes d'émission avec lui, nous parlerons de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA qui suspend le Bénin de la liste des pays d'origine sûre. Nous parlerons de l'affaire de détournement de fonds à la Direction générale des impôts. Nous parlerons de la polémique autour d'une supposée prorogation du mandat du président Patrice Talon. Et en fin d'émission, nous parlerons de la présidentielle de 2021 avec le parrainage qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bonjour à vous, bâtonnier. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes membre fondateur et membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain. C'est bien cela, je suis membre fondateur du Bloc Républicain et également membre du bureau politique. Membre du bureau politique. Acteur politique. Acteur politique. Je suis ici en tant qu'acteur politique. Alors, Jacques Migan, en tant qu'acteur politique, dites-nous, quelle est votre appréciation de cette décision de l'OFPRA qui suspend le Bénin de la liste des pays d'origine sûre? Écoutez, monsieur le journaliste, quand la décision a été prise par l'OFPRA, qui est une institution française, dans un premier temps, je vous l'avoue, j'ai balayé d'un revers de main la décision. Je me suis même dit de quoi se mêle-t-il. Mais, avec beaucoup de recul, et en me souvenant de ce qui avait été dit en des périodes bien précises, je reviendrai sur ça, je me suis dit, d'une part, une telle décision par l'OFPRA, qui est une institution française, et d'autre part, la période de la prise de décision, tout cela doit faire réfléchir. La période de la prise de décision doit faire réfléchir. Parce que nous sommes à la veille d'un événement important au Bénin. Nous sommes, si vous préférez, à 6 mois et demi des élections présidentielles. Donc, cela m'a amené à voir, est-ce que l'OFPRA a pris une décision isolée? Est-ce que l'OFPRA est à même de prendre cette décision qui voudrait que mon pays, le Bénin, soit considéré comme un pays qui n'est pas sûr sur le plan sécuritaire, sur plusieurs plans si vous préférez, puisque l'OFPRA s'occupe des réfugiés, des apatrides. Je me suis permis de vérifier la composition de l'OFPRA et je me suis rendu compte que ce n'est pas une décision innocente. Je me suis rendu compte que la composition de l'OFPRA,
si vous le permettez... Oui, allez-y. Qu'est-ce qui vous prouve, à travers la composition de l'OFPRA, que ce n'est pas une décision Ce n'est innocente? pas une décision innocente parce que le président de l'OFPRA, c'est M. Jean-François Monteil. Et qui est M. Jean-François Monteil? M. Jean-François Monteil a été nommé par décret du président de la République française, c'est-à-dire Macron, en date du 17 avril 2019. Donc c'est Macron, si vous préférez, le président français, qui a nommé ce monsieur pour présider l'OFPRA. Cet office. Cet office. Donc, en quelque sorte, est-ce que vous déduisez que c'est une décision... J'en viens. Okay. Donc c'est quelqu'un qui tire son pouvoir du chef de l'État français. Ça fait un. Deuxièmement, monsieur le journaliste, vous constaterez que les membres qui composent l'OFPRA, vous avez Madame Yasmina Goulam, qui est une personnalité nommée par le Premier ministre du gouvernement français. Il en est de même de monsieur Jean-Benoît Albertini, qui est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Je peux continuer. Donc, c'est pour vous dire que l'OFPRA est un instrument qui est entre les mains du gouvernement français, de l'État français, c'est-à-dire qui tire ces décisions du président de la République. Donc, ce n'est pas une décision innocente. C'est une décision mûrement réfléchie. On s'est servi de l'OFPRA pour agir en quelque sorte. Alors je vous disais tout à l'heure que j'aurais pu balayer ça d'un revers de main. Mais quand on voit c'est pas l'OFPRA que les gens prétestaient être une institution autonome. Non, à travers ce que je viens de dire. Deuxième chose, il faudrait que nous nous souvenions de ce qui s'était passé le 1er mai. Le 1er mai, lorsque il y a eu une prise d'otage qui a entraîné la mort de notre compatriote à Pandjari, dans le parc de la Pandjari. Il vous souviendra ce que le ministre des Affaires étrangères, M. Drian, avait dit du Bénin, que le Bénin n'est pas un pays sûr à travers le parc Pandjari, et déconseillait aux gens d'y aller. Je vous démontrerai tout à l'heure ce qu'on n'entend pas pays sûr, pays non sûr. Troisième chose, il vous souviendra également qu'à l'Assemblée nationale, devant les députés, un député de l'UDI, M. Villiers, a eu à demander au secrétaire d'État, M. Jean-Baptiste Lemoyne, de se prononcer sur la démocratie béninoise et notamment sur le statut de réfugié politique octroyé à un citoyen béninois qui a été condamné à 20 ans de prison. Je dis bien condamné à 20 ans de prison et qui est parti, au lieu de venir pour répondre devant ceux qui on lui reproche, est parti en France, comme d'autres bien entendu. Et M. Lemoyne, le secrétaire d'État, qui est en charge des affaires européennes et étrangères, a eu à dire, reconnaître qu'ils ont, je dis bien que le gouvernement a octroyé le statut de réfugié à ce compatriote béninois. Alors, il n'a pas dit l'OFPRA, il dit qu'il a répondu au nom du gouvernement. Donc quand vous faites la jonction de tout ceci, vous comprenez tout de suite que l'OFPRA est un instrument qui est aux mains du gouvernement présidé par le Premier ministre, aujourd'hui Jean Castex, présidé par le président Macron, pour parler au Bénin, pour dire au Bénin. Donc selon vous, cette décision, c'est un message que la France envoie au Bénin? Ce n'est pas un message, c'est une émission dans les affaires béninoises. Mais comme ils n'ont pas voulu le dire de manière directe, ils se sont servis de l'OFPRA. Il vous souviendra quand M. le Drian l'avait dit, il est revenu sur sa décision parce qu'il était convaincu, sans même chercher à comprendre si le Bénin était un pays sûr ou n'était pas un pays sûr. Alors, avant de m'interroger sur ce qu'on n'entend pas un pays sûr, monsieur le journaliste, quand il se passe aujourd'hui en France des tueries que nous avions connues à Bataclan,
à Charlie Hebdo, ou encore dans les rues. Est-ce qu'on peut dire que la France est un pays sûr? Est-ce qu'on peut dire que la France est un pays sûr, où il n'y a pas de mois, pour ne pas dire d'années, où il n'y a pas de tuerie, d'insécurité? Sur le plan de l'insécurité, j'entends pour l'instant, puisque je viendrai sur le plan de la démocratie. Est-ce qu'on peut dire que la France est un pays sûr? Quand il y avait eu ce soulèvement qui a duré presque 1 an, avec les Gilets jaunes, quel est le député béninois? Quel est l'office béninois? Quel est le député béninois qui a interpellé à l'Assemblée nationale pour en savoir, pour demander, question au gouvernement, qu'est-ce qui se passe en France? Il ne nous revient pas de nous mêler des affaires françaises. Nous ne l'avions pas fait, alors qu'il y avait l'insécurité, alors qu'il y avait un désordre en France. Ça, c'est sur le plan de l'insécurité. Sur le plan de la démocratie, il vous souviendra, lorsque M. Jean-Marie Le Pen, candidat aux élections présidentielles, il était arrivé en 2e position derrière le président feu Jacques Chirac. Est-ce qu'il était démocratiquement, il avait du monde à l'Assemblée nationale? Non. Pourquoi? Parce que la démocratie française est faite de telle sorte qu'on a exclu ce monsieur qui avait un grand nombre d'électeurs derrière lui, mais qui ne pouvait pas bénéficier du système démocratique français, ce qu'on appelle la voie proportionnelle, pour être à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'on a exclu. Il a été exclu démocratiquement. Est-ce qu'on peut, un pays qui se permet d'instaurer un système qui ne permet pas à certains d'être à l'Assemblée nationale, est-ce que ce pays peut donner de leçons aux autres? Il en est de même de sa fille aujourd'hui qui est responsable politique, qui était également 2e lors des élections de 2017, élections présidentielles, j'entends dire. Combien de députés ce parti qui a rassemblé plus de monde que le grand parti de droite? Combien de députés ont-ils à l'Assemblée? Donc, à vous résumer, donc c'est pour vous dire que démocratiquement et sur le plan des libertés, la France n'est pas mieux. Non, la France ne peut pas être donneuse de leçons. La France ne peut même pas, au niveau sécuritaire, donner de leçons. La France, encore moins sur le plan démocratique. Et c'est là où je me suis posé la question. Il revient à mon pays, à travers son ministre des Affaires étrangères, de convoquer l'ambassadeur de France au Bénin pour qu'il nous explique pourquoi une telle décision a été prise par l'instrument qu'on appelle l'OFPRA aux mains du gouvernement français. Je vous ai dit que ce n'est pas innocent. Parce que quand on tient compte de la période à laquelle la décision a été prise, on dit on suspend mon pays pendant 1 an. Et pour quelle raison? Donc, en d'autres termes, c'est une décision politique. Non seulement politique, mais très grave. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi c'est grave. Si tel est que le Bénin n'est pas un pays sûr, est-ce qu'on peut avoir sur ce terrain, sur notre territoire aujourd'hui, des sociétés françaises? Nous avons Colas qui travaille. Nous avons Sogea qui travaille. Nous avons Lafarge. Et j'en viendrai à Lafarge tout à l'heure pour montrer encore, quand même Lafarge serait aujourd'hui une société achetée par d'autres pays, par la Suisse, les intérêts français y figurent toujours. Est-ce qu'ils sont inquiétés dans un pays qui n'est pas sûr? Est-ce que le Bénin est un pays sûr? La réponse est oui, sinon ces sociétés ne seraient pas là. Est-ce que je peux poser des questions pour montrer que la décision qui a été prise par l'OFPRA, qui est un instrument entre les mains du gouvernement français, est une décision qui est politique, hautement politique. Donc c'est pour vous dire que quand vous prenez Lafarge, tout le monde sait qui est Lafarge. Lafarge est une société qui a soutenu les terroristes en Syrie et qui a été condamnée. Et pourtant, Lafarge est ici au Bénin. Inquiété, non. Est-ce que nous donnons de leçons aux autres en disant, vous faites des choses, vous soutenez même les terroristes,
Est-ce qu'un pays qui soutient les terroristes à travers une société dans laquelle elle s'y trouve peut donner des leçons à un autre pays qui est un pays sûr? Elles sont toutes là, les sociétés françaises. Et nous les accueillons. C'est-à-dire ce qu'il faudrait voir dans ce dossier. Je veux bien que la France agisse, mais que la France se rapproche du Bénin pour en savoir. La France a une ambassade qui est au Bénin. Que ceux qui ont eu à prendre cette décision devraient faire ce déplacement, comme dirait feu le président, le général Mathieu Kérékou, qui n'a pas mené d'enquête, n'a pas droit à la parole, pour en savoir. Lorsque nous évoluons sur le plan... En résumé, c'est une décision politique partisane. Non seulement elle est partisane, mais elle est grave. Elle n'est pas objective. C'est une suspension de 12 mois, le Bénin. Écoutez, pourquoi vont-ils suspendre un pays qui est démocratique? En quoi reconnaît-on un pays qui est démocratique d'un pays qui n'est pas démocratique? Je vous ai donné des exemples sur le plan de la sécurité. Quels sont les impacts de cette décision? Mais les impacts de cette décision, s'il y avait un impact, vous savez, la France a toujours dit quelque chose, qu'elle n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Elle est seule à le savoir, c'est fort de ça que je voudrais en savoir. Je voudrais savoir quels sont les intérêts qui poussent la France, à la veille d'une élection importante, à dire que le Bénin, mon pays, n'est pas un pays sûr, et qui va même jusqu'à se dire nous suspendons pendant 12 mois. Et c'est là où je vous ai dit à l'entame de mon analyse, de mon commentaire, que il y a problème, il faut que nous nous arrêtions. J'étais parti pour balayer ça d'un revers de main. Mais, monsieur le journaliste, attention, je vous ai dit également que en octroyant le statut de réfugié politique à quelqu'un qui a été condamné au Bénin, à travers, défendu par un avocat qui se trouve aujourd'hui ministre de la Justice, ministre au moment où cette décision a été prise, on doit aussi réfléchir. L'actuel ministre de la Justice en France fut le conseil en cause d'appel de quelqu'un qui bénéficie de ce statut. Cette décision prise actuellement, ça doit aussi faire réfléchir. Donc vous voulez dire que la nomination du garde des Sceaux français a peut-être... Je ne veux pas porter, je pose, je constate. Vous faites un constat. C'est un constat que j'ai fait. Et je dis en même temps que mon pays aujourd'hui est un pays qui agit avec beaucoup de respect dans les rapports, les relations qui existent entre la France et le Bénin. Nous respectons. Nous ne nous immiscions pas dans ce qui ne nous regarde pas. Et dans le même temps, nous sommes un pays sûr. Si nous n'étions pas un pays sûr, Colas ne serait pas là. Bolloré ne serait pas là. Lafarge ne serait pas là. Sogea ne serait pas là. L'Agence française de développement ne serait pas là. Non, il faudrait que nous arrêtions et que l'on soit objectif. Mais que doit faire le gouvernement, avant de passer au sujet suivant, que doit faire le gouvernement Bâtonnier Migan? Écoutez, ce que doit faire le gouvernement, c'est tout simple, c'est ce qui se passe. Que l'on nous dise pourquoi une telle décision a été prise en convoquant l'ambassadeur de France au Bénin pour qu'il nous dise. Mais je crois que mon gouvernement a dû le faire. Mais lorsqu'on suit un peu les débats sur la toile, puisqu'aujourd'hui beaucoup de débats se mènent sur les réseaux sociaux, on dit que l'état de droit est mis à mal au Bénin, les libertés sont bafouées au Bénin. Bâtonnier Migan, est-ce que vous pensez que la démocratie se porte très mal sous Patrick Talon? Vous savez, j'ai entendu dire, quand une députée, Madame Médégan, a eu à dire que tout se porte bien, en quoi vérifie-t-on la crédibilité d'une démocratie? Ça varie d'un pays à un autre. Nous avons toutes les institutions. Il a suffi qu'on se lance dans des réformes qui ne plaisent pas à certains. Je dis bien des réformes qui ne plaisent pas à certains, qui aujourd'hui cherchent à se mettre à jour. Prenez le cas de ceux qui, hier encore, en 2019, qui avaient la possibilité de participer aux élections législatives, mais qui ont refusé de le faire. Qui ont refusé de le faire. Ce faisant, mais ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. J'ai eu à le dire plusieurs fois. Ça, le gouvernement français, est-ce qu'il a cherché à le savoir? Est-ce que la France a cherché à le savoir? Pourquoi n'avaient-ils pas participé à ces élections? On a voté des lois qu'ils avaient même votées eux-mêmes. On leur demandait d'accomplir certaines formalités. Ces formalités n'ont pas été accomplies. Mais nul ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
leur turpitude leur revient. Ce n'est pas au gouvernement ou à ceux qui sont là aujourd'hui de dire, quand j'entends dire, on a une assemblée monocolore. Mais pourquoi cela? Mais pourquoi je le dis? Je le dis, monsieur le journaliste, parce que ceux-là qui ne voulaient pas respecter ce code électoral, ce système partisan, est-ce qu'ils sont en train de le faire aujourd'hui? Est-ce que Foscori.bn émergent, qui est un parti de l'opposition, a-t-il accompli les formalités pour son existence politique, juridique, constitutionnelle, légale? La réponse est oui. Est-ce que les démocrates sont en train de le faire? Le parti qu'on appelle les démocrates, est-ce qu'ils sont en train de le faire? Je dis oui. Est-ce que Restaurer l'espoir l'a fait? Donc, c'est pour vous dire qu'ils avaient boycotté en 2019, en 2020 pour certains, en ce qui concerne les installations communales. Et est-ce que la France le sait? Que ce n'est pas ceux qui n'ont pas voulu participer, parce qu'ils ont refusé de respecter les lois de leur pays. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie est mal en point? Mais non, vous ne pouvez pas, dans le même temps, vous dites, je ne veux pas respecter les lois que nous-mêmes nous avions volontairement votées, puisque Talon n'est pas celui qui avait initié, ce que beaucoup oublient, les lois sur le système partisan. Non, Talon n'est pas... Ces lois avaient été initiées avant son arrivée au pouvoir en 2016. C'est des lois qui avaient commencé avant lui, 2015. Donc c'est pour vous dire que il faut, quand on veut savoir, quand on n'a pas... Il ne faut pas être partisan. Il ne faut pas être subjectif. Que M. Lemoine, que M. Le Drian, que l'OFPRA viennent au Bénin pour chercher à comprendre. Sinon, ils demandent des informations auprès de l'ambassade de France au Bénin. Qu'est-ce que ça leur coûte? De rester à l'Assemblée nationale, de rester dans un bureau, d'écouter une partie. Cette partie qui est composée des gens qui ont fui leur pays pour des raisons judiciaires et poser un acte qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, grave. Grave en ce sens que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce que je vous ai dit à la veille d'un événement important? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas Et ça. c'est en cela que je demande que mon gouvernement, que le président Patrice Talon, à travers le ministre des Affaires étrangères, convoque l'ambassadeur de France pour qu'on nous dise pourquoi telle décision a été prise à travers des personnes qui représentent le gouvernement français. Je vous ai donné le nom de M. Jean-François Monteil, c'est un décret présidentiel, ce n'est pas un décret gouvernemental. Non, ça veut dire qu'il tire son pouvoir, ses instructions du président de la Macron République directement. Voilà ce que je voudrais vous dire sur ce point. On vous aura compris, bâtonnier Jacques Migan, mais avant de passer au sujet lié à l'affaire du détournement de la Direction générale des impôts, en clair, vous y voyez, même si vous ne l'avez pas dit clairement, une décision hautement politique qui est prise par la France, qui envoie un message au Bénin, et dont peut-être Sébastien Germain Jaron serait en dessous. Je n'en sais rien. Je voudrais qu'on nous dise, qu'ils s'expliquent, qu'ils nous disent pourquoi ils ont pris une telle décision, alors que l'insécurité, c'est chez eux. Alors que la démocratie a des problèmes chez eux. Nous n'avons pas de problème de démocratie au Bénin, puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ils ont peut-être d'autres raisons. Je vous ai dit également que le Bénin a sur son sol aujourd'hui des sociétés importantes, telles que Sogea, telles que... Vous les avez citées je les ai citées, qui sont chez nous. Est-ce qu'ils sont inquiétés? Est-ce qu'elles sont inquiétées, ces sociétés? Alors, Jacques Migan, vous êtes citoyen béninois, acteur politique. Depuis quelques semaines, une affaire défraie la chronique, pour ne pas dire, il y a de cela plusieurs mois déjà, cette affaire de détournement à la Direction générale des impôts. Les autorités du ministère de l'économie et des finances font, je dirais, le tour entre la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et le bureau. Vous avez suivi un peu en tant qu'homme de droit ce dossier également. Quelles sont vos appréciation de la démarche qu'a entreprise le gouvernement face à ce dossier qui est quand même un dossier qui vient un peu plus ou moins quand même écorcher un peu l'image du régime en place? Écorcher l'image, c'est trop dire. En quoi ça peut écorcher l'image d'un régime, d'un gouvernement? Le régime qui fait de sa première, je dirais, qui met en ligne de mire la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Je crois qu'on doit au contraire même saluer la promptitude, la transparence, la rigueur, tous ces éléments que je viens de citer à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon. En d'autres circonstances, sous d'autres régimes, on aurait étouffé une telle affaire.
loin de là. Et c'est en cela qu'il faudrait remercier la rigueur que le président Patrice Talon impose à toute affaire lorsqu'elle constitue des malversations. Talon ne fait pas dans les détails en ce qui concerne ce genre de choses. S'il se confirme qu'il y a eu, les faits révèlent ce que des malversations, c'est vrai, il ne revient pas au gouvernement du président Patrice Talon de sanctionner, peut-être sur le plan disciplinaire, mais sur le plan judiciaire, il revient à la criette de s'en saisir pour nous dire, sur le plan juridique, sur le plan légal, c'est la criette qui s'en occupe. Mais il faudrait remercier, encourager le gouvernement du président Patrice Talon devant de telles choses, devant de tels actes, devant de tels faits, à ne jamais, jamais faire ce qui se faisait sous d'autres cieux, sous d'autres régimes, c'est-à-dire étouffer l'affaire. Aucunement l'affaire ne sera pas étouffée. Et c'est fort de ça que je dis, non, ça démontre encore la transparence, la rigueur et surtout, la volonté de lutter contre toute malversation, tout détournement, tout ce qui peut être un crime économique. Et notre loi le permet. Donc, la préoccupation du gouvernement, c'est de renvoyer, lorsque les faits seraient constitués, de renvoyer les dossiers, même pas devant qui de droit, devant la justice. Et laissons la justice faire son travail. Le pouvoir déjà fait ce qu'il doit faire. Alors, est-ce qu'on dira que le gouvernement a été entaché? Entaché par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il regarde le gouvernement, les fonctionnaires de l'État? On a comme l'impression que les habitudes ont la peau dure, parce que comment comprendre que depuis avril 2016, on sait que tous ceux qui sont impliqués dans des affaires de détournement par-ci par-là font les rondes au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et que l'on constate encore que des gens s'immiscent encore dans des affaires de malversation financière. Vous savez, c'est ce qu'il fallait dire. Votre question aurait dû être cela. C'est-à-dire, il y a toujours des brebis galeuses. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des systèmes savants pour échapper. Et ce qu'ils oublient, à l'heure où je vous parle, quel que soit le système que vous mettrez en place pour détourner les fonds de l'État, vous en répondrez. Quel que soit le système savant que vous mettrez en place pour échapper à la rigueur de la justice, vous en répondrez. Parce que le système est fait de telle sorte aujourd'hui que ce que fait le gouvernement, c'est dans l'intérêt du développement. Il vous souviendra, lorsque ce gouvernement est arrivé aux responsabilités, ce qu'on a économisé, rien qu'au niveau des détournements, c'est 200 milliards de francs CFA. Vous imaginez ce que ça peut faire, 200 milliards de francs CFA. Déjà 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, mais on peut réaliser des choses dans les différentes communes de notre pays. Alors que cet argent va allègrement dans les poches de quelques-uns ou d'un seul. Et c'est ce que le gouvernement du président Patrice Talon combat aujourd'hui. Il faut saluer. Moi, je pense qu'il faudrait être objectif et reconnaître à ce gouvernement, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la mouvance, ce travail formidable de salubrité qui se passe sous nos yeux. Et non, j'apprécie beaucoup ce qui se fait. Ne pas étouffer et dans la transparence, dans la rigueur, travailler. Au profit de qui? Du développement, parce que cet argent aurait servi à financer, je ne sais pas moi, la nourriture pour nos enfants, à l'arche, en ce qui concerne l'accès aux soins pour les pauvres et les plus pauvres. Jacques Migan, nous allons évoluer dans cette émission. Quelles sont vos espérances par rapport à ce dossier aujourd'hui? Mais écoutez, il reviendra à la justice, à la crière de nous dire. Nous sommes au stade de l'instruction. Les uns et les autres sont en train d'être écoutés par qui de droit. Soyons patients. Puisque je vous ai dit que la transparence va entourer ce dossier, la rigueur va entourer ce dossier. Mais est-ce qu'on va communiquer tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va communiquer sur les faits? Mais écoutez, puisque il revient à la justice, nous la connaissons, il revient au procureur général. Parce qu'il y a beaucoup de Béninois sur les réseaux sociaux qui ont soif de ce qui s'est véritablement passé. Et ça, la question ne me revient pas. Je suis comme vous. Je voudrais aussi en savoir, monsieur. Mais en tant qu'homme de droit... Absolument, je voudrais en savoir. Et je ne suis pas conseil d'un suspect dans cette affaire, encore moins de l'État dans ce dossier. Ma spécialité, ce n'est pas ça. Je me couvre de tout ce qui touche le recouvrement de créances, le commercial. Vous me confiez un dossier maintenant pour que je recouvre et que je défende les intérêts de la banque. Je vous dirai tout de suite, c'est mon domaine. Et je suis comme vous, citoyen. Je voudrais en savoir, j'ai soif. Parce que
Il faut le reconnaître quand même, M. Kader. C'est votre argent, c'est notre argent, c'est mon argent qu'ils ont détourné. Ce n'est pas leur argent. Cet argent que les contribuables béninois payent, cet argent qui permet à construire les routes, à doter les hôpitaux de plateaux, l'énergie, l'eau, avec tout ce que ça comporte. Vous imaginez ce que ça comporte. Et comme vous l'aviez dit, il y en a qui ne se servent pas des leçons de la criette. Et quand ils finissent de faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se réfugier en France et ils prennent le statut de réfugié politique. Ils savent le faire. Heureusement, il est revenu. Alors, Jacques Migan, nous parlons maintenant politique, beaucoup plus politique. Oui. Il y a une polémique qui enfle, qui a fait la une tout au long de cette semaine. C'est une polémique autour d'une supposée prorogation du mandat du président Patrice Talon par la Constitution qui a été révisée le 1er novembre 2019. Monsieur Kader, il y a ce que j'apprécie chez le Béninois. Le Béninois, il vous souviendra peut-être même sur ce plateau, j'avais eu à dire que le mandat du député, le mandat du président de la République, c'est des délais préfixes. Des délais qui ne peuvent pas être prorogés, des délais qui ne peuvent pas être écoutés. Les seuls délais qui peuvent connaître de modifications à partir d'une loi ordinaire, c'était les délais des conseillers communaux, des maires. Aujourd'hui, comme vous le dites, vous parlez de la polémique à ce niveau-là. La Constitution est la seule institution qui peut proroger, qui peut modifier. Quand il a été question, il vous souviendra, de dire que le mandat des députés ne sera plus de 5 ans, c'est-à-dire de 2019, et s'arrêtera à 2023. Ça fait combien de temps? Est-ce que ça fait les 5 ans qui sont désormais reconnus aux députés? Personne n'a dit mot. Les gens ne se sont pas levés pour dire pourquoi a-t-on écouté? On a écouté parce que la Constitution l'a écouté. La seule institution qui peut le faire. Mais il en est de même en ce qui concerne le président de la République. Pour que nous puissions avoir des élections générales en 2026, c'est toute une logique. Faudrait-il commencer en 2021? En 2021, pour que nous puissions avoir des élections au mois de la prestation du président de la République au mois de mai, je dis bien au mois de mai, il faudrait que en 2026, si nous restons dans ce schéma-là, que les députés soient élus au mois de janvier 2026. Faites le point vous-même. On ne peut pas dire que le président de la République, son mandat qui devrait finir le 6 avril 2021, si on le fait, on ne pourrait plus correspondre à ce que nous recherchons en 2026. Pour que nous puissions avoir le président de la République qui va prêter serment devant les députés, devant le président de la Cour constitutionnelle, devant l'Assemblée nationale, avec tout ce que ça comporte, il faudrait que le président de la République prête serment déjà en 2021, le 23 mai. Et que le deuxième tour se fasse le 9 mai. Et que le premier tour se fasse au mois de 11 avril. Donc tout ça, c'est pour que nous puissions rester dans le schéma des élections présidentielles de 2022. Les élections en général, je dirais, de 2026. En 2026. Donc ce délai peut être prorogé. Ce délai peut être prorogé parce que... Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un arrangement institutionnel? Mais puisque, je vous dis, la Cour constitutionnelle a été votée et arrangée dans l'intérêt du pays. Je vous ai dit que c'est dans l'intérêt de la concordance au niveau de ce que nous recherchons. La prochaine fois, on ne viendra pas dire quand est-ce qu'on va faire ceci, quand est-ce qu'on va faire cela. C'est inscrit dans la Constitution. Mais dites-nous, Jacques Migan, est-ce que durant ces 45 jours, est-ce que Patrice Talon, président de la République du Bénin, est-ce qu'il pourra prendre des actions, tout comme il a pris des actions dès le 6 avril 2016, ou durant cette période de 45 jours, que certains qualifient de période transitoire, est-ce qu'il devra, je dirais, être beaucoup plus judicieux dans les prises de décision? Est-ce qu'il ne doit pas prendre des décisions majeures et peut-être prendre des décisions mineures? Vous savez, je vais vous dire, nous n'inventons pas la roue. Ce n'est pas nouveau. Nous avions déjà eu des présidents qui sont élus et le prédécesseur qui doit partir, le délai de prestation de serment, il y a en quelque sorte une marge. Il évacue les affaires courantes. Si c'est Patrice Talon qui est élu en 2021, pour précisément
le 11 avril au premier tour. Donc il restera là pour continuer à évacuer les affaires jusqu'au 23 mai, le jour où il prestera serment. Si ce n'est pas Patrice Talon, ce que je ne crois pas, qui est élu, et que c'est quelqu'un d'autre, il va gérer les affaires courantes. Il ne peut pas prendre des décisions alors que nous aurions déjà élu un nouveau président de la République. Donc, de 11 ou de 9, soit du 11 avril, si c'est le premier tour où celui-là serait élu, soit l'élection a eu lieu le 9 mai, du 9 mai au 23 mai, c'est la... Oui, justement, ma question, Benjamin Migan, je vous la repose. Est-ce que durant la période, puisque le mandat du président Patrice Talon finit normalement le 6 avril, oui. Maintenant il y va jusqu'en mai, est-ce que durant cette période-là, est-ce qu'il gère les affaires courantes ou bien il peut engager encore... Mais la Constitution lui donne le pouvoir. Ce n'est pas lui qui a décidé. C'est la Constitution, c'est ce que je vous explique. La Constitution dit ceci. C'est pour ça que je vous ai parlé du délai préfixe tout à l'heure. Pour mettre en péril le délai préfixe, pour que le délai préfixe soit remis en cause, vous êtes tenu de passer par la Constitution de la République et de la Constitution de 1990 qui est toujours en vigueur. C'est vrai, elle a connu d'amendements. Mais je vous dis, la Constitution désormais a décidé que le mandat qui devrait s'arrêter le 6 avril va jusqu'au 23 mai. Si mes souvenirs sont bons, la date où il prêtera serment, ce ne serait plus le 6 avril. Et vous vous souviendrez, ça a connu des changements, les dates en tant que telles. Ou avant le 6 avril, lorsqu'on avait commencé avec la Constitution de 1990, c'est-à-dire le président Soglo, il y a eu des flottements entre Soglo, Kérékou, Yahi Boni. Bref, ce qu'il faudrait, ce qui est important, c'est de savoir que la Constitution de la République du Bénin aujourd'hui a décidé que le délai désormais de prestation de serment du président de la République sera au mois de mai, le dernier, si je me souviens, dimanche du mois de mai. Et que les présidents de l'Assemblée nationale, les élections législatives, les élections communales auront lieu au mois de janvier de 2026. Donc c'est pour que tout s'enchaîne. Alors, quant à la gestion, si ce n'est pas lui qui est élu, ce que je ne crois pas, ça n'engage que moi, il continuera. Il n'y a pas d'arrêt dans la gestion d'un pays. Mais si ce n'est pas lui, il le fera avec le nouveau qui sera élu. Alors, lorsque vous dites que vous croyez que Patrice Talon sera élu en 2026, est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que... En 2021. En 2021, j'allais dire, pardon. Est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que Patrice Talon est candidat à la présidentielle 2021? Écoutez, il vous souviendra, M. Kader, vous et moi, nous avions la suite dans les idées. C'est ici même que nous avions dit que 3 conditions doivent être réunies pour que le président Patrice Talon soit candidat. Et nous avions dit que le premier, c'est son état, sa disponibilité, sa santé. À ce jour où je parle, le président Patrice Talon est en pleine forme. Et je rends grâce à Dieu qui lui donne, et à lui, et à nous, et à vous, une très bonne santé pour que nous puissions continuer à en vivre. La deuxième condition, vous la connaissez, il faudrait que les réformes entreprises, les actions entreprises, les réalisations qui se font aient un impact positif, ce qui est le cas aujourd'hui. Et troisième condition, c'est l'environnement politique. Et nous le voyons, cet environnement, à travers ce qui se passe, surtout aujourd'hui, par rapport aux réformes entreprises en ce qui concerne le système partisan, la réforme du code électoral, ce qu'il avait boudé hier, tous courent maintenant pour l'utiliser afin de créer leur propre existence politique. C'est un succès, il faut le reconnaître. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ceux qui pensent que la démocratie a des problèmes. Si la démocratie avait des problèmes, ni restaurer l'espoir n'aurait jamais cherché à utiliser les tests combattus pour aller à la création de leur parti politique, encore moins les démocrates, encore moins Foscori.Béné émergent. Donc c'est pour vous dire que si ces 3 conditions sont réunies, pourquoi pas? Mais il dit avoir déjà pris sa décision. Hier, il a dit, j'aviserai. Ensuite, il a posé les 3 conditions. Et lorsqu'il a accordé cette interview au journal, au magazine Jeune Afrique, il a dit, ma décision est prise. Mais je la réserve à mes compatriotes, au peuple béninois. Soyons patients, il nous donnera. Moi, personnellement, si vous me posez la question, est-ce qu'il sera candidat? La réponse est oui.
j'ai les éléments d'appréciation. On n'a pas besoin d'être un mathématicien ou encore un savant pour le savoir. Tous les créneaux sont là. Pourvu que Dieu lui prête serment et pourvu qu'il continue dans cette lancée, le peuple béninois, il n'y a pas cet endroit aujourd'hui, à moins que ceux qui ne veuillent pas, je dis bien à moins que ceux qui ne voudraient pas qu'il le soit pour des raisons personnelles, mais si c'est dans le cadre du développement du pays, sur le plan social, sur le plan énergétique, sur le plan de l'eau, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, chapeau. Chapeau. Alors, maintenant, Jacques Migan, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle. Les commentaires vont bon train de part et d'autre. Il y a une polémique qui s'enfle autour de l'obtention du parrainage, des parrainages pour la présidentielle. L'opposition estime qu'il faut, je dirais, sauter le verrou du parrainage pour faciliter un peu l'inclusivité de ce scrutin présidentiel. Monsieur Kader, j'ai eu à le dire et je crois que vous étiez celui qui m'avait interrogé. J'ai été le premier à dire ceci et je continue à le dire que le parrainage ne doit pas poser de problème. On me dit les élus dont s'agit, c'est-à-dire les 160 députés et maires, aujourd'hui 159, sont de la mouvance. Je dis alors, le choix qui doit être fait, c'est un choix de l'élu. Ce n'est pas le choix d'un parti politique. Le parti, nous le voulons. Lorsqu'on avait été au dialogue politique, il est clair, on a dit désormais, il ne faudrait plus que quelqu'un débarque comme un homme providentiel et soit candidat. Il faudrait que les partis politiques aient le mot à dire. Mais leur mot à dire, ça veut dire quoi? C'est à travers les élus et à travers les élus au niveau des députés, au niveau des maires. Mais quant à ceux-là, lorsqu'ils voudront faire leur choix, c'est libre à eux de le faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui, de l'opposition ou de la mouvance, qui solliciterait le parrainage d'un élu, il peut être maire, comme il peut être député. Ça, c'est une convention entre les deux. Ça, c'est leur, en fonction de ce que vous allez dire au maire ou au député, il vous dira oui, il vous dira non. Mais ça ne regarde pas les partis dits de la mouvance. Ça regarde le député de la mouvance. On peut, comme cela se passe ailleurs, nous n'allons pas inventer la roue. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple de M. Jean-Marie Le Pen, qui a été candidat aux élections présidentielles en France. Est-ce qu'il avait des élus pouvant lui donner le nombre de parrains qu'il fallait, les 500? Non. Mais Jacques et tout Migan, c'était de la mouvance française. Est-ce que le parrainage ne vous paraît pas comme un mécanisme à travers lequel on veut contrôler les candidats à une élection présidentielle? Je ne dirais pas un contrôle. On dirait que ça rime à un agrément. Non, quel est l'objectif du parrainage? Le parrainage, c'est tout simplement pour que nous ne rentrions point dans ce que nous avions connu il y a encore quelques années, des individus qui se lèvent et qui se présentent aux élections alors qu'ils ne représentent que l'ombre d'eux-mêmes. C'est-à-dire, qui souhaitent avoir, après avoir été candidats, sans même aller jusqu'au bout, sur leur cas de visite, anciens candidats aux élections présidentielles. C'est trop sérieux, la fonction de président de la République, pour que n'importe qui puisse dire « je suis candidat », alors qu'ils ne représentent, comme je le dis, l'ombre d'eux-mêmes. Ils n'ont même pas de voix pour certains. Il y en a qui ne vivent même pas et qui débarquent à la veille des élections pour dire « je suis candidat aux élections présidentielles », comme si c'est de la rigolade. Mais si nous avons 159 parrains aujourd'hui, il faut par candidat 16. Mais écoutez, faites le calcul vous-même. Si nous pouvons avoir 4, 5, 6, 7, je n'en sais rien. Ça suffit déjà. Il ne faut pas se lever et dire je vais être candidat parce que c'est ouvert. Ouvert en ce sens que c'est de la rigolade. Non, ce n'est pas de la rigolade, c'est trop sérieux. Nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Maintenant, dites-nous, est-ce que le parrainage ne va pas laisser libre cours, je dirais, au mercato politique où les députés vont marchander le parrainage contre quelque chose, bien que le parrainage soit sous anonymat, ils pourraient marchander ce Pourquoi parrainage. Ils vont le faire? Dans quel intérêt? Je suis en train de vous dire que la mentalité est en train de changer aujourd'hui. Si vous allez, ce qui peut marchander, je vais vous le dire, c'est le programme que vous avez. Ce programme, si ça convient à tel élu, mais il apprécie.
Il apprécie, mais est-ce qu'il peut le parrainer, ce programme-là, sans le soutenir? Il n'est pas tenu de le soutenir, puisqu'il appartient à un parti politique. Et si son parti dit demain, voilà mon candidat, oui, il est tenu de suivre ce candidat-là que son parti aurait choisi. Ce n'est pas parce que j'aurais, en tant qu'élu, accordé mon parrainage à quelqu'un que j'irai battre campagne pour cette personne. Non, c'est parce que j'ai vu, comme je viens de vous le dire à l'instant, le sérieux de ce programme et de ce projet de société. Avec parrainer une candidature sans la soutenir, alors que le député, l'élu, lorsqu'il y a un projet de société et qu'il est très admiratif de ce projet, il devrait en quelque sorte le soutenir. Non, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'entend pas un projet? J'ai eu à lire, lors des élections de 2016, le projet de société du président Patrice Talon, de M. Adiavon, de M. Biotane, de M. Koupaki, ainsi de suite. Mais j'ai vu que c'est des projets qui sont valables. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont valables que j'ai choisi tous ces projets-là. Au finish, je n'ai pas choisi, tout en reconnaissant la crédibilité de ces projets. Ce n'est pas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Au finish, d'ailleurs, vous allez constater que Koupaki, M. Koupaki, M. Biotane, M. Patrice Talon, M. Adiavon, à un moment donné, ils étaient ensemble. Ils ont pioché dans l'un et de l'autre pour pouvoir aller au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Non, un projet de société, il y a toujours, ça veut dire, ça peut tenir la route. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Parce que si quelqu'un, je suis du Bloc républicain, je suis député du Bloc républicain, mais je peux parrainer quelqu'un. Mais ce n'est pas pour autant que je vous parrainerai que je vais vous soutenir. Ce n'est pas pour autant que je vous dirai ceci, j'irai battre campagne pour vous. Parce qu'à un moment donné, j'ai ce qu'on appelle la discipline du groupe. Si mon parti a décidé de prendre tel comme candidat, je suis tenu. Sinon, je démissionne. Plusieurs inquiétudes subsistent au sujet de l'inclusivité de ce scrutin présidentiel. Donc, on estime que nous tendons vers, je dirais, un scrutin en match amical. Donc, vous savez, vous entendrez beaucoup de choses, M. Kader. C'est normal. Vous entendrez. Attendons au pouvoir. Il y aura la compétition. D'ailleurs, le président Patrice Talon l'a dit. Et je crois qu'il faudrait que les gens fassent un peu confiance en eux-mêmes. Ceux qui le disent, c'est ceux qui veulent, qui savent, qui ne représentent, comme je l'ai dit, l'homme d'eux-mêmes. Si vous voulez être candidat, allez voir les élus. Ils peuvent être députés, ils peuvent être maires. Et s'ils pensent que ce que vous avez comme projet de société est crédible, mais vous aurez le soutien, enfin le parrainage, j'entends dire. Mais de là à franchir le pas pour dire, parce que vous m'aviez parrainé, vous irez sur le terrain pour battre campagne pour moi. C'est comme je le dis, Monsieur Le Pen, comme Madame Le Pen, quand les deux étaient candidats, mais ils ont eu des parrains de la gauche comme de la droite. Mais est-ce que c'est pour autant que ceux-là qui étaient leurs parrains les aient soutenus sur le terrain? Loin de là. Il faut que les gens comprennent que le parrainage n'entraîne pas le soutien, ou du moins, comme vous le disiez tout à l'heure, monnayer quelque chose. Non. Alors, Jacques Wigan, attendez, je tiens à vous dire ceci. Oui. Dans l'intérêt supérieur de la nation, dans l'intérêt de l'alternance, dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt, je dirais même supérieur de la démocratie, est tenu de le faire. Si nous voulons une alternance, des élections inclusives, parrainé. Alors, un mot, vous regardez droit dans la caméra, un mot à l'endroit de tous les Béninois du Bénin et de la diaspora, beaucoup plus qui nous suivent en ce moment, un mot dans le cadre de cette élection présidentielle à laquelle vous annoncez que le président Patrice Talon sera candidat. Absolument. Non, ce que je voudrais dire, c'est que le Bénin est en plein mouvement, en progrès, en construction. Et le Bénin a besoin de tous ses fils, quels qu'ils soient. Et c'est en cela que je demande, même à l'opposition, d'être une opposition constructive, une opposition responsable. Que l'opposition qui a de problèmes, le problème de l'opposition, comme a le dit M. Ojo, c'est l'opposition elle-même. C'est sa division. Il y en a qui se disent je suis de la résistance, l'autre qui dit je suis de l'opposition. Alors que le plus important aujourd'hui pour nous, c'est la construction du Bénin dans l'intérêt de nos enfants, de nos petits-enfants. Et je demande à mes compatriotes qui sont à l'extérieur de vendre le Bénin, de révéler, je dirais, le Bénin. Parce qu'il ne faudrait plus maintenant que quelqu'un sans savoir qu'est-ce que c'est que le Bénin, qu'est-ce qui se passe au Bénin, sa transformation aujourd'hui pose des actes complètement, des actes subjectifs, comme ce qui a été posé par l'OFPRA. Il faudrait que quand vous ne savez pas, on cherche à savoir. Et ce que je vous ai dit à l'entame de cette émission,
Il faut que les Béninois, partout où ils sont, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, il faudrait vraiment qu'ils fassent, qu'ils révèlent le Bénin. Il nous revient de le faire. Ce qui se passe aujourd'hui devant nos yeux, c'est formidable. C'est formidable. Merci à vous, Jacques Migan, fidèle ami internaute de 2AE TV. On retiendra de cette émission qu'à l'entame, notre invité a dit au sujet de la décision de l'OFPRA qui suspend le Bénin pour 12 mois de la liste des pays d'origine sûre. Pour notre invité, la période de prise de cette décision doit faire réfléchir. Ce n'est pas une décision innocente. OFPRA n'est pas autonome, a-t-il démontré. C'est une émission dans les affaires béninoises, a-t-il laissé entendre le bâtonnier Jacques Migan. Pour lui, la décision est hautement politique et la France ne peut être donneuse de leçons sur le plan sécuritaire et démocratique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération doit convoquer l'ambassadeur du Bénin et savoir beaucoup plus sur cette décision, a lancé le bâtonnier Jacques Migan. L'ancien bâtonnier Jacques Migan, il a informé que le Bénin est un pays sûr puisque les entreprises françaises telles que Colas, Sogia Satom, Bolloré, Lafarge travaillent bel et bien au Bénin et exercent en toute quiétude. Quels sont les intérêts qui poussent la France à prendre cette décision? C'est interroger notre invité car pour lui, il a laissé entendre que la France a toujours des intérêts en toute prise de décision. Quelle est l'unité de mesure qui permet de jauger la santé d'une démocratie? S'est-il interrogé également car pour lui, chaque démocratie se porte mieux en fonction des événements du moment. Les jalons de la réforme du système partisan avaient été posés avant 2015, avant l'avènement du président Patrice Talon, a rappelé notre invité de ce matin. Il a salué la promptitude, la rigueur, la transparence dont a fait preuve le gouvernement dans la conduite de l'affaire de malversation financière à la Direction générale des impôts. Il n'y a pas économie de vérité dans ce dossier et il a foi que tout sera conduit avec orthodoxie. Pour faciliter les élections en 2026, pour lui, le mandat du président Patrice Talon a été prorogé pour faciliter les élections générales en 2026. Il croit et donne l'assurance que Patrice Talon sera réélu en 2021 et il affirme que Patrice Talon sera candidat à la présidentielle de 2021. Pour lui, le parrainage ne doit pas poser de problème. Le parrainage est le choix d'un élu et non d'un parti politique. Le parrainage, c'est pour empêcher le candidat c'est pour empêcher les candidatures fantaisistes, les candidats qui ne représente que l'ombre d'eux-mêmes, a-t-il laissé entendre, je le cite très bien. Il dit le parrainage, c'est pour empêcher le candidat qui ne représente que l'ombre de lui-même. Pour lui, l'élection présidentielle de 2021 sera inclusive. Il y aura la compétition, a rassuré Jacques Migan, membre fondateur du parti politique Bloc républicain et membre du bureau politique du Bloc républicain. Le Bénin est en progrès. Le Bénin a besoin de tous ses fils. Il invite l'opposition à une opposition constructive et responsable. Le Bénin se transforme et il invite les Béninois à promouvoir le Bénin révélé. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Non seulement très fidèle, mais j'apprécie. Et il serait même bon que ce soit ce résumé qui accompagne, inviter vos téléspectateurs, vos auditeurs à vous suivre. Parce que quand ils vont lire ce résumé, vous les aurez avec vous. Merci à vous. C'est bien dit, c'est bien écrit. J'apprécie. Merci à vous, Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes ancien bâtonnier, membre fondateur du parti politique Bloc républicain et membre du bureau politique du dit parti politique. C'était l'invité de ce dimanche sur 2AE TV. Merci pour l'attention et à dimanche prochain avec un autre invité. Portez-vous bien et à très bientôt.